Bonjour à tous, ici Antoine Martin, accompagné de Clara, pour votre rendez-vous quotidien avec Impact Actu à 20h30. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crise économique majeure. Restez avec nous. Voici les nouvelles de Le Monde, une à 20h30. En direct, guerre en Ukraine. Dans les 8 à 10 jours prochains, nous allons accroître la pression sur la Russie, affirme Emmanuel Macron. Merci à notre équipe en régie pour cette transition parfaite, n'est-ce pas Clara? Voici les détails. Consultez le journal, je suis obligé de fermer la boutique. La détresse des commerçants, virés, par Mondial Relais. La start-up Candela compte sur l'ex-patron d'OVH Cloud pour faire le saut à l'international Brésil. Pour l'exécutif, frappé d'impopularité, piocher dans la rente des émetteurs de titres restaurants et tentant, agiter l'idée d'une baisse du dollar, gérée par des autorités qu'on aurait forcé à coopérer, c'est jouer avec le feu au-dessus d'une poudrière. Comment les drones pilotés au casque révolutionnent la guerre en Ukraine en Israël, le traumatisme du 7 octobre continue de hanter les territoires proches de Gaza-Syrie. Des vidéos authentifiées par Le Monde prouvent que des hommes du nouveau régime étaient bien impliqués dans les massacres d'Alaouites. Guerre culturelle. Comment Trump essaye d'imposer un récit mensonger de l'histoire Ukraine. Une semaine cruciale pour le PS et LR. Les congrès ne seront que l'amorce d'un processus de restructuration en vue de la présidentielle de 2027. Le dialogue entre la sœur du prêtre assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray et la mère du terroriste traduit un appel à vivre ensemble. Le corps n'est pas un simple outil à évaluer et ne doit pas devenir un instrument de tri précoce. Chez l'acteur-réalisateur Laurence Valin, un tigre dans le moteur, le pouvoir des lectrices, d'Isabelle Matamoros. Dans la bibliothèque des femmes du 19e siècle, Ken Burns, documentariste de l'Amérique, sur les pas de Léonard de Vinci. Les 7 festivals incontournables cet été. Exposition universelle 2025. José Lévy, le designer qui habille le pavillon France sur Instagram, les dégustations poétiques d'Eliana Golon. La chaîne de lunettes, chic et pratique. Comment prévenir les maladies de bureau-service. Le Monde Service partenaire, guide d'achat supplément partenaire. Les 15 prochains jours vont être clés pour essayer de mettre en œuvre ce cessez-le-feu, voulu par les États-Unis, accepté par l'Ukraine et défendu par les Européens, mais auquel la Russie n'a pas encore souscrit, a insisté le président français dans Paris Match. Live animé par Anna Vilchenon. Live en cours. Article se déroulant en direct, mis à jour aujourd'hui à 20h03. Posez votre question à la rédaction. Dans le cadre une stratégie de renforcement européen, Emmanuel Macron recevra le 9 mai à Nancy le Premier ministre polonais, Donald Tusk, pour signer un « traité d'amitié » entre les deux pays, a annoncé lundi le président français dans son entretien au magazine Paris Match. Je recevrai le Premier ministre polonais le 9 mai à Nancy, pour signer un traité d'amitié, ce qui est une première historique entre la Pologne et la France, s'est félicité le chef de l'État. Il a également affirmé que le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, effectuerait sa première visite en tant que chef du gouvernement à Paris le 7 mai. Dans les 8 à 10 jours prochains, nous allons accroître la pression sur la Russie, a affirmé lundi Emmanuel Macron dans son entretien publié par le magazine Paris Match, estimant avoir convaincu les Américains de la possibilité d'une escalade des menaces et potentiellement de sanctions contre Moscou. Les 15 prochains jours vont être clés pour essayer de mettre en œuvre ce cessez-le-feu, voulu par les États-Unis, accepté par l'Ukraine et défendu par les Européens, mais auquel la Russie n'a pas encore souscrit, a insisté le président français après la rencontre entre ses homologues américains, Donald Trump, et ukrainien, Volodymyr Zelensky, samedi au Vatican. Emmanuel Macron a expliqué à l'hebdomadaire avoir parlé au président américain dès la nuit de mercredi à jeudi pour l'inciter à adopter une ligne plus ferme avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Il a aussi assuré qu'il n'était pas prévu qu'il voie le président Trump dans la basilique Saint-Pierre à Rome, mais qu'ils ont finalement échangé quelques minutes. Je lui ai répété, il faut être beaucoup plus dur avec les Russes, a-t-il rapporté. L'objectif est que les Américains puissent se rendre à Kiev assez rapidement, que nous puissions établir les conditions d'un cessez-le-feu et que nous travaillions en profondeur à des mesures d'accompagnement de ce cessez-le-feu pour le préserver du côté ukrainien. Il faut que nous soyons prêts, avec les Américains, à durcir le ton vis-à-vis de la Russie pour obtenir ce cessez-le-feu, a encore insisté le président français. Je considère que nous avons réussi, grâce à cet entretien au Vatican, à remettre la pression sur la Russie. C'était le but recherché, car il n'était pas juste que la pression s'exerce uniquement sur l'Ukraine, a-t-il estimé. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, et son homologue slovaque, Robert Fico, ont mis en garde lundi l'Union européenne, UE, contre la fin de la règle d'unanimité moins option évoquée par des diplomates pour contourner le veto de Budapest sur l'adhésion de l'Ukraine. Imaginez que l'unanimité ne soit pas requise en matière de politique étrangère, a déclaré M. Orban à l'occasion d'une visite officielle à Bratislava. Nous pourrions alors être entraînés dans une guerre, alors que ni nos citoyens ni nos gouvernements ne le souhaitent. Cela reviendrait à nier la souveraineté de nos États, a-t-il ajouté.
À ce stade, 14 des 27, excédés par l'inflexibilité de Viktor Orban sur le dossier ukrainien, soutiennent un changement de règles, selon la commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos. Cette perspective paraît cependant peu réaliste étant donné que cette réforme requiert un vote à l'unanimité. Robert Fico, proche comme Viktor Orban de la Russie et opposé à toute aide militaire à Kiev, s'est également inquiété des développements en cours dans l'UE. Abolir le veto est un pas vers l'abolition de l'Union, a exhorté le responsable nationaliste. Lancée au lendemain de l'invasion russe, la procédure d'adhésion de l'Ukraine est désormais à l'arrêt. Ce processus exige l'unanimité des 27 États membres à chaque nouvelle étape. Au-delà du cas ukrainien, Viktor Orban, vent debout contre la bureaucratie bruxelloise, bloque régulièrement des décisions et déclarations communes de ses partenaires. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés a blâmé lundi un monde ravagé par les guerres et aveuglé par la quête de domination militaire, lors d'un discours devant le Conseil de sécurité, dont il a déploré l'échec chronique à garantir la paix. Du Soudan à l'Ukraine, du Sahel à la Birmanie, de la République démocratique du Congo à Haïti, la violence est devenue le marqueur de notre époque, a dénoncé Filippo Grandi. Chacun des 120 conflits répertoriés à travers le monde par le Comité international de la Croix-Rouge est alimenté par le même fantasme, pervers mais puissant, que la paix est pour les faibles, que le seul moyen de mettre un terme à la guerre n'est pas par la négociation, mais en faisant tellement mal à son ennemi qu'il n'a plus que deux choix, se rendre ou être pulvérisé. Alors dans ce monde aveuglé par l'idée que seule une victoire militaire totale convient, cela ne devrait pas être surprenant de voir que les normes du droit international humanitaire, autrefois respectées ou au moins proclamées, soient mises de côté, méprisées aussi facilement que les milliers de vies détruites dans la quête de domination, a-t-il ajouté, prenant notamment en exemple le Soudan et l'Ukraine. Les forces ukrainiennes contrôlent 3 zones de territoire dans la région russe de Koursk, d'une superficie totale de 29 km², rapporte le site Deep State, proche de l'armée ukrainienne. 2 de ces zones sont situées dans le district de Soudja, 5 km² en face de la ville de Soudja, drapeau rouge, et 12,67 km² en face du village de Gevo, drapeau rouge, et une zone de 11,35 km² est située près du village de Tiotkino, drapeau rouge, dans le district de Glushkovo. Depuis le 19 avril, la zone de contrôle des 2 territoires du district de Soudja a presque diminué de moitié, mesurant auparavant 9,96 km² et 21,08 km² respectivement, tandis que dans le district de Glushkovo, elle est restée inchangée. Des parties des villages de Gornal, drapeau rouge, et de Lechnia, drapeau rouge, dans la région de Koursk, restent également sous contrôle ukrainien, bien qu'elles soient partiellement situées dans la zone grise. La superficie de la région de Soumy sous contrôle russe reste inchangée, soit 0,69 km², sans aucune agglomération. Les villages des 2 côtés de la frontière, dans les régions de Koursk et de Soumy, sont situés dans la zone grise, dont le contrôle est contesté. Samedi, le chef d'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov, a informé Vladimir Poutine de la libération complète de la région de Koursk. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a démenti ces informations. Découvrez les articles les plus lus par nos abonnés. Article réservé aux abonnés. Le procès des papis braqueurs de Kim Kardashian va s'ouvrir à Paris, 9 ans après les faits. Temps de lecture, temps de 4 minutes de lecture. Article réservé aux abonnés à la Grand Combe, après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée, l'émotion et la colère. Temps de lecture, temps de 4 minutes de lecture. Article réservé aux abonnés. Crise du logement. Les HLM, nouveau repoussoir de la droite. Temps de lecture, temps de 3 minutes de lecture. Article réservé aux abonnés. Assassinat d'un musulman dans une mosquée du Gard. Le suspect a exprimé dans une vidéo sa volonté de devenir un tueur en série. Temps de lecture, temps de 3 minutes de lecture. Article réservé aux abonnés. Le ralentissement des recrutements inquiète les jeunes diplômés. Quand je vois certains collègues en finance qui ont mis 4 mois à décrocher un job, je ne me sens pas serein. Temps de lecture, temps de 5 minutes de lecture. Article réservé aux abonnés. En France, la Chine prête à tout pour faire taire des opposants. Temps de lecture, temps de 8 minutes de lecture. La Maison-Blanche a soutenu, lundi, que Donald Trump souhaitait un cessez-le-feu permanent en Ukraine et pas seulement une trêve temporaire telle que celle annoncée lundi par Vladimir Poutine pour 3 jours, dans la nuit du 7 au 8 mai jusqu'à la nuit du 10 au 11 mai. Le président a signifié clairement qu'il voulait un cessez-le-feu permanent, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, lors d'un point de presse. S'il demeure optimiste qu'il puisse conclure un accord, il est également réaliste, et les 2 dirigeants doivent venir à la table des négociations pour se sortir de cela, a-t-elle ajouté à propos de M. Trump et des présidents russes et ukrainiens. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré, dimanche, sur NBC, « Nous sommes proches d'un accord, mais pas assez proches. »
Je pense que cette semaine sera cruciale. Si la Russie veut vraiment la paix, elle doit cesser le feu immédiatement, a insisté sur X le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiha. Pourquoi attendre le 8 mai ? A-t-il interrogé, assurant que l'Ukraine est prête à soutenir un cessez-le-feu durable et global. Et c'est ce que nous proposons constamment, pour au moins 30 jours. Le président russe, Vladimir Poutine, a décrété lundi un cessez-le-feu de 72 heures dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine, du 8 au 10 mai, à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la « Grande Guerre patriotique » aux côtés des Alliés face à l'Allemagne nazie en 1945. La Russie ne cesse pas les tirs sur le front et attaque actuellement l'Ukraine avec des Shahed. Toutes les déclarations russes sur la paix sans cessez-le-feu ne sont que des mensonges, a répondu le chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak sur sa chaîne Telegram. Illustration de ses propos, la ville de Tcherkassy, drapeau rouge, a été prise pour cible par des essaims de drones kamikazes lancés par la Russie qui ont endommagé une infrastructure gazière. Vladimir Poutine annonce qu'à l'occasion du 80e anniversaire de fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Fédération de Russie va déclarer un cessez-le-feu à partir de minuit dans la nuit du 7 au 8 mai jusqu'à la nuit du 10 au 11 mai. La Russie affirme que la partie ukrainienne devrait rejoindre le cessez-le-feu d'ici au jour de la victoire et que les forces armées russes donneront une réponse adéquate et efficace en cas de violation du cessez-le-feu par la partie ukrainienne. La Russie renforce ses infrastructures militaires le long de la frontière avec la Finlande, prélude à un éventuel affrontement avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, rapporte le Wall Street Journal, lundi. Le quotidien évoque l'extension de base près de la ville russe de Petrozavodsk, drapeau rouge, à environ 160 km de la frontière finlandaise, site prévu pour un nouveau quartier général de l'armée russe. Les unités basées dans cette région pourraient constituer épine dorsale, des forces russes se préparant à affronter l'OTAN. La Finlande, qui partage une frontière de 1300 km avec la Russie, observe la construction de nouvelles infrastructures côté russe, de nouvelles voies ferrées sont posées le long des frontières avec la Finlande et la Norvège, ainsi qu'au sud de Saint-Pétersbourg jusqu'à la frontière estonienne, ou la rénovation d'un hôpital militaire à Saint-Pétersbourg. La Finlande a annoncé le 1er avril qu'elle allait se retirer de la Convention internationale interdisant les mines antipersonnelles. 2 semaines plus tôt, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie avaient aussi fait un pas vers une sortie du traité, invoquant également la menace croissante que représente la Russie. Dans un communiqué du ministère de la Défense, l'armée russe annonce avoir pris le contrôle du village de Kamianka, drapeau rouge, 1226 habitants avant la guerre, dans l'oblast de Kharkiv. La Russie a lancé une offensive surprise dans la région en mai 2024, après en avoir été chassée par l'Ukraine au début de la guerre. Depuis, Kharkiv a résisté à cette offensive, bien que la Russie affirme avoir capturé plusieurs villages depuis le début de l'année. L'Ukraine annonce avoir perdu un avion de chasse Su-27 qui participait à la défense contre des attaques de drones russes et fournissait un soutien aérien aux troupes au sol dans la matinée du 28 avril, rapporte l'aviation ukrainienne. Le pilote, qui s'est éjecté, a été récupéré et reçoit des soins médicaux, selon le communiqué. L'armée a lancé une enquête pour comprendre dans quelles conditions l'appareil a été perdu. Le Sukhoi Su-27, code OTAN Flanker, est un avion de chasse monoplace russe de 4e génération, développé dans les années 1970 et mis en service entre 1980 et 2005, entré en service dans les années 1980. Vladimir Poutine assure quasi quotidiennement être prêt à des discussions de paix. Lundi, son porte-parole, Dmitry Peskov, a répété « la volonté » de Moscou de discuter avec Kiev. La volonté de la partie russe a déjà été affirmée à maintes reprises, affirmée par le président Poutine, celle d'entamer un processus de négociation avec l'Ukraine sans conditions préalables pour parvenir à une issue pacifique, a-t-il dit, cité par l'agence de presse d'État TASS. Mais, nous ne voyons pas encore d'action de négociation de la part de Kiev, a-t-il affirmé. Sur la relation avec la Corée du Nord, il a ajouté, la Russie, si nécessaire, peut fournir une assistance militaire à la RPDC, conformément à l'accord entre les deux pays. Interrogé sur les propos de Donald Trump demandant à la Russie de cesser de frapper l'Ukraine, il a répondu évasivement. Eh bien, il y a eu de tels propos. La Russie poursuit son opération militaire spéciale. Les États-Unis poursuivent leurs efforts pour faire avancer le processus vers une voie pacifique. La partie russe a confirmé à plusieurs reprises sa volonté d'entamer des négociations avec l'Ukraine sans conditions préalables afin de progresser vers une solution pacifique. Les efforts se poursuivent. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Un discours qui tranche avec la rhétorique développée par Sergueï Lavrov lundi, selon laquelle seules les concessions faites par l'Ukraine et ses soutiens seraient acceptables pour Moscou. Donald Trump a montré quelques signes d'exaspération vis-à-vis de Vladimir Poutine,
samedi, écrivant sur son réseau Trousse sociale. Il n'y avait aucune raison pour Poutine de tirer des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages, ces derniers jours. Cela me fait penser que, peut-être, il ne veut pas arrêter la guerre et qu'il me balade, et alors il faut faire autrement. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui se rend à la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, se réuniront ce lundi et mardi à Rio pour préparer la réunion des présidents, qui aura lieu en juillet, a rappelé lundi les conditions à toute négociation avec Kiev. Nous restons ouverts aux négociations. Mais la balle n'est pas dans notre camp. Jusqu'à présent, Kiev n'a pas démontré sa capacité à négocier, affirme-t-il aux médias brésiliens Globo, selon une traduction en russe de son interview publiée lundi par son ministère. Et de dérouler la liste des exigences russes, nous partons du principe que la non-adhésion de Kiev à l'OTAN est la confirmation de son statut de pays neutre et non aligné. Il s'agit aussi, selon lui, de surmonter les conséquences du régime néo-nazi de Kiev, formé à la suite du coup d'État de février 2014, y compris ses actions visant à exterminer législativement et physiquement tout ce qui est russe, la langue, les médias, la culture, les traditions et l'orthodoxie canonique. À cette liste, il ajoute la reconnaissance internationale de l'appartenance de la Crimée, de Sébastopol, de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Louhansk, de l'oblast de Kherson et de celui de Zaporijia à la Russie est impérative. Il poursuit. À l'ordre du jour figurent les tâches de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine, la levée des sanctions, des poursuites judiciaires et des mandats d'arrêt, et la restitution des avoirs russes gelés en Occident. S'ensuit une attaque en règle contre les alliés européens de l'Ukraine. Au lieu de faciliter un accord de paix, l'Union européenne cherche à compromettre la conclusion de tels accords sous prétexte qu'elle n'a pas été réellement invitée aux négociations. Dans le même temps, l'UE se prépare à envoyer des contingents militaires des pays de l'OTAN en Ukraine, malgré nos avertissements sur le caractère inacceptable d'une telle mesure. Les livraisons d'armes à Kiev se poursuivent. Il est prévu d'accroître le potentiel de son industrie militaire. Il trouve néanmoins un motif de satisfaction. Contrairement à l'administration Biden, qui a fourni au régime de Kiev des armes mortelles et a activement entraîné l'Ukraine dans l'OTAN, l'administration américaine actuelle tente de comprendre les causes profondes de la crise. À l'occasion d'une conférence de presse, lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Guo Jiakun, a été interrogé sur la reconnaissance officielle par Pyongyang du déploiement de forces nord-coréennes en Russie. La Chine a rappelé que sa position, sur la question de la crise ukrainienne, était cohérente et claire, ne pas interférer dans les relations entre pays tiers. Pékin appelle régulièrement à des pourparlers de paix et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise. Mais elle n'a jamais condamné la Russie et a renforcé ses relations économiques, diplomatiques et militaires avec elle depuis le début de l'invasion russe, en février 2022. La Corée du Nord a pour la première fois reconnu avoir envoyé des troupes en Russie et que ces dernières avaient aidé Moscou à reprendre aux Ukrainiens les zones de l'oblast de Koursk, en Russie, dont il s'était emparé, Vladimir Poutine remerciant de son côté Kim Jong-un pour cet exploit. Dans un commentaire à l'agence sud-coréenne Yonhap News, le département d'État américain a exhorté Pyongyang à cesser de déployer des troupes et la Russie à cesser tout soutien au Nord. Les pays tiers, comme la RPDC, République populaire démocratique de Corée, ou Corée du Nord, qui ont permis à la guerre entre la Russie et l'Ukraine de se poursuivre, portent une responsabilité. Nous restons préoccupés par l'implication directe de la RPDC dans cette guerre. Le déploiement militaire de la RPDC en Russie et tout soutien fourni par la Fédération de Russie à la RPDC en retour doivent cesser, a souligné le département d'État américain. Le département d'État américain a également ajouté que la formation des troupes de la RPDC par la Russie violait les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui interdisent de fournir ou de recevoir une assistance de Pyongyang. Samedi, le chef d'état-major de l'armée russe Valery Gerasimov avait rendu hommage à l'héroïsme des combattants nord-coréens mobilisés pour reprendre cette région. C'était la première fois que Moscou reconnaissait leur participation au conflit. Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemand, estime que les exigences de Donald Trump concernant les cessions territoriales ukrainiennes vont trop loin. L'Ukraine sait, selon Boris Pistorius, que, dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu ou de paix durable et digne de confiance, il pourra aussi y avoir des cessions territoriales. Mais celles-ci n'iront certainement pas aussi loin que la dernière proposition du président américain, a-t-il déclaré dimanche à la chaîne de télévision allemande Das Erste. L'Ukraine aurait pu, à elle seule, obtenir il y a un an ce qui était inclus dans cette proposition de Trump. Cela s'apparente à une capitulation. Je n'y vois aucune valeur ajoutée. Ces concessions devraient plutôt être proportionnées aux garanties de sécurité futures.
Il a assuré à l'Ukraine que l'Allemagne continuerait à lui fournir une aide militaire, même en cas d'arrêt du soutien américain. Cela a été clairement stipulé dans l'accord de coalition allemand. Si l'Ukraine tombe, si Poutine gagne cette guerre au sens où il occupe l'Ukraine, ou même une grande partie de celle-ci, cela représente un danger maximal pour le territoire de l'OTAN et, d'ailleurs, pour les pays voisins comme la Moldavie et la Géorgie, a-t-il déclaré. Tout le monde doit comprendre que, il ne s'agit pas seulement de solidarité avec l'Ukraine, mais de notre sécurité et de notre paix en Europe. Les conservateurs allemands ont annoncé lundi la désignation comme futur chef de la diplomatie de Johann Wadephul, un fervent partisan de l'aide militaire à l'Ukraine et critique acerbe du Kremlin. Monsieur Wadephul, 62 ans, expert des questions de politique étrangère des conservateurs au Parlement, est considéré comme un proche du chancelier désigné, Friedrich Merz. Le gouverneur de l'oblast de Briansk en Russie, Alexander Bogoma, a signalé que la région a été la cible d'une attaque massive des drones dans la nuit du 27 au 28 avril, le ministère de la Défense russe affirmant que 102 drones ukrainiens avaient été abattus dans cette région. Ces frappes auraient fait un mort et les chaînes Telegram locales ont signalé plusieurs incendies à Briansk. La cible de l'attaque serait l'usine Kremniel, Drapeau Rouge, qui est l'un des plus grands fournisseurs de microélectronique militaire. L'usine produit des puces et de composants utilisés dans des systèmes d'armement, notamment les systèmes de missiles balistiques SS-27, Topol-M, et Bulava SSN-32, les systèmes de missiles anti-aériens S-300 et S-400 et l'électronique embarquée des avions de combat. L'usine Kremniel a été frappée par des drones ukrainiens en janvier et en octobre 2024. L'administration du président Donald Trump les accuse d'être membres du gang criminel de traîne de Aragua. Washington paye El Salvador pour garder les personnes déportées dans son célèbre centre de confinement de terrorisme de haute sécurité. Bukele se fait appeler « le dictateur le plus cool du monde » et a remporté la réélection l'année dernière sur une vague de popularité pour une répression anti-gang. Maduro a condamné la déportation américaine des Vénézuéliens au Salvador, la décrivant comme « enlèvement » et « une maltraitance massive » des droits de l'homme. Depuis son entrée en fonction en janvier, les politiques d'immigration dure de Trump ont rencontré un certain nombre d'obstacles légaux. Dans le dernier développement, la Cour suprême des États-Unis a ordonné à Washington de suspendre l'expulsion d'un autre groupe de prétendus membres de gangs vénézuéliens. La Maison-Blanche a appelé les défis à l'utilisation de la loi pour les déportations de masse, litige sans mérite. Trump a envoyé des membres de gangs vénézuéliens accusés en vertu de la loi sur les ennemis extraterrestres de 1798, ce qui donne au président le pouvoir de détenir et d'expulser des natifs ou des citoyens des nations ennemies, sans processus habituel. L'acte n'a précédemment été utilisé que 3 fois, le tout pendant la guerre. Le pape François a visité les États-Unis, le Mexique et le Canada à différentes occasions avant sa mort à l'âge de 88 ans. Sa condamnation met fin à la saga juridique de plusieurs années contre elle et son mari, l'ancienne sénatrice Robert Menendez. Le pontife a effectué plusieurs visites en Amérique du Nord, notamment à Washington D.C. en 2015 lors de sa visite à la Maison-Blanche et au Capitole américain. La loi sur l'insurrection de 1807 permet au président de déployer les militaires pour appliquer les lois sur le sol américain, y compris les migrants arrêtés. Le groupe de messagerie privée comprenait la femme du secrétaire américain, le frère et l'avocat personnel, nous dit-il des médias. Copyright 2025 BBC. Tout droit réservé. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs ? Abonnez-vous et surtout laissez vos impressions en commentaire. Merci Clara pour ces détails. Passons à notre conclusion. Voilà qui conclut notre sujet. Merci à notre régie pour leur travail impeccable aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui sur Impact Actu. Merci à Clara et Lucas pour leurs interventions, à notre équipe en régie, et surtout à vous, nos auditeurs fidèles. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer, et à demain pour une nouvelle émission. Au revoir.